à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à un autre épisode du balado aux quatre coins présenté par Carlsberg. On a une grosse émission pour vous aujourd'hui parce que qui dit temps des fêtes va dire pause d'activité sur glace dans la LHJMQ, championnat du monde de hockey junior et bien sûr, période des transactions qui va bientôt s'activer. Et par-dessus tout ça, on revient sur cette Coupe de la 55 qui a été remportée par les Voltigeurs de Drummondville. Pour faire le tour de l'actualité, cette semaine, c'est David Brien qui va être là et ensuite de ça, restez là. Une superbe entrevue avec Caleb Desnoyers, le représentant de la LHJMQ avec Équipe Canada Junior. Il nous parle en direct du camp d'Équipe Canada. On a réussi à le rejoindre, alors ne manquez pas ça. Caleb Desnoyers, un peu plus tard, au balado aux quatre coins. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ. Le podcast est également disponible en format audio sur toutes vos bonnes plateformes, de balado diffusion. Et laissez une mention j'aime sur l'épisode. Laissez-nous savoir en commentaire qui vous aimeriez peut-être avoir en entrevue à ce podcast. Et maintenant, tour de l'actualité avec David. Et pour faire le tour de l'actualité cette semaine, c'est David Brien qui se joint à nous. Classique hivernal, championnat du monde qui s'en vient. Période active de transaction également qui va arriver bientôt dans la LHJMQ. David, comment ça va? Ah, ça va super bien. Comme tu le mentionnes, des semaines un petit peu plus tranquilles sur glace qui s'en viennent pour la LHJMQ, mais on va avoir plein de trucs qu'on peut discuter ensemble aujourd'hui qui vont nous garder occupés pendant le temps des fêtes, je dirais. Oui, parce que lorsqu'il se passe moins de choses sur la glace, c'est ce qui se passe beaucoup d'affaires dans les bureaux, dans les deuxième, troisième étages, peu importe combien il y a d'étages dans les différents buildings de la Ligue. Et ça, habituellement, ça intéresse beaucoup les gens. Avant d'aller là, par contre, David, revenons conclusion de cette Coupe de la 55 dans le cadre de la classique hivernale, Coupe de la 55, qui a été gagnée par les Voltigeurs de Drummondville. On avait reçu Sylvain au podcast et il nous avait dit que, oui, on prenait ça très au sérieux. C'est un trophée, c'est une occasion d'aller chercher de la fierté. Et en plus, les Voltigeurs, une jeune équipe qui ne cesse plus de surprendre. On est d'ailleurs embarqué sur la glace avec nos splendides chandails rétro de la fin des années 90, début 2000, qui me font tant plaisir. Mais une belle victoire là, pour les Voltigeurs donc dans cette première édition de cette classique qui opposait les équipes là, du centre du Québec et de l'Estrie. Oui, exact. Comme tu le mentionnes, un premier tournoi du genre qui, selon moi, est un franc succès. Là, si on a vu les installations, tout ça, le site était magnifique. En plus, on a eu le droit à la petite neige, puis tout ça. Fait que c'était vraiment. D'emblée, c'était super gros comme projet, mais je pense que le résultat était super bon. Puis pour revenir, si tu veux, à la conclusion de toute cette Coupe de la 55, là, tu parles du match des Voltigeurs qui ont donné une solide prestation en finale, qui affrontait les Tigres de Victoriaville. Fait que, j'allais dire un de leurs rivales numéro un, probablement leur plus gros rival. On s'entend que c'était entre quatre équipes qui longent l'autoroute 55 du nom de la Coupe. De là, le nom de la Coupe de la 55. Mais pour revenir sur ce match-là, écoute, victoire dominante, si on veut, des Voltigeurs par la marque de 5-0. Et puis, dans ce match-là, je pense qu'on peut vraiment appeler ça un duel de gardiens de but. Je ne sais pas si tu as eu la chance de suivre, mais c'était vraiment incroyable Ouais. comme performance, tant d'un côté que de l'autre. Malgré le score, écoute, on a Gabriel Degg qui a réalisé 44 arrêts du côté des Tigres. Puis du côté des Voltigeurs, c'est Yann Laris qui, soit dit en passant, notre gardien de but qui était le mieux classé là, pour le repêchage de la LNH qui s'en vient cette année. Mais lui, il a pu profiter de l'occasion pour signer son premier jeu blanc en carrière avec 29 arrêts. Fait que, écoute, vraiment un match, je dirais pas à caractère défensif quand on regarde le pointage final, mais quand même une solide prestation des deux gardiens de but là, qui ont tiré leur épingle du jeu. Oui, puis pour ceux là, qui n'ont pas eu la chance de s'y rendre, les images étaient à couper le souffle. Honnêtement, là, la météo a été de la partie. Ça nous a vraiment donné une classique hivernale tout au long de l'événement. Il y a eu des rencontres là, de plusieurs ligues. Il y a eu le match des anciens Canadiens face aux anciens de la LHJMQ et tout ça. Honnêtement, là, ne serait-ce que pour les cartes postales là, qui ont été envoyées en provenance de Trois-Rivières, chapeau, une belle réussite, un bel événement. Et du bon hockey sur la glace. Ouais. Oui, 100%. Puis, je veux dire, comme on parlait d'emblée, c'était une première, si tu veux, pour la Coupe de la 55, mais je sais que les équipes concernées désirent vraiment ramener ça, en faire un style de bean pot comme on voit dans la Il NCAA aux faut. États-Unis. Fait que d'en faire quelque chose qui est plus une classique hivernale, mais plus de manière annuelle, si on veut. Fait que je pense que c'est un super beau projet qu'ils ont entre les mains, puis j'ai hâte de voir justement la suite pour les années à venir. Ouais, lors du tout premier épisode de la saison, lorsqu'on s'était entretenu avec Mario Cecchini, j'avais justement fait référence au Bean Pot et peut-être, là, tu sais, ce style de tournoi maintenant est non seulement accepté, mais il commence à devenir quelque chose d'ancré même dans la culture nord-américaine. Parce que c'est un peu plus européen, ça, tu sais, des trophées spécifiques ou NCAA, justement, parce qu'en NCAA, c'est très populaire, mais tu as maintenant la Coupe de la NBA.
un événement, honnêtement, dont j'étais ultra sceptique lorsqu'on l'a annoncé dans la NBA. Et maintenant, ben, c'est quelque chose. C'est important pour les joueurs. On a la fierté d'aller le jouer. On fait ça dans des décors un peu différents, justement. Donc, c'est une façon, je trouve, de créer des matchs vraiment où il y a un bel engouement entre des rivaux en plein milieu d'une saison. Donc, moi, bravo, je suis pour ce genre d'événement-là. Créer ça partout à travers la ligue, là, tiens. Ouais, exact. Ben, c'est sûr qu'évidemment, justement, là, on a mis la puce à l'oreille à d'autres équipes, là. Je sais que les équipes des Maritimes sont super intéressées à un tournoi du Ben ouais. genre, plusieurs endroits possibles où est-ce qu'on pourrait avoir ça. Puis comme tu dis, tu sais, ça rend un petit peu des. C'est un peu le creux de la saison, mois de novembre, décembre, là, où est-ce que, tu sais, on se demande un peu les matchs veulent, tu sais, sans vouloir dire qu'ils veulent rien dire, mais ça donne vraiment quelque chose, une raison de compétitionner davantage, d'aller chercher ces points-là au classement. Puis en plus, tu sais, qui aime pas ça soulever une coupe, là? Que ce soit en début, en milieu ou en fin de saison, une coupe, c'est une coupe, right? On va mettre ça sur un t-shirt. Une coupe, c'est une coupe. C'est très bon. Voilà donc pour cette classique hivernale et la Coupe de la 55 qui a eu lieu du côté de Trois-Rivières. Championnat du monde junior. Ce beau classique du temps des fêtes. On va terminer avec le Canada, si tu le veux bien, parce que, bien sûr, il y a Caleb Desnoyers qui va représenter, qui devrait, soyons honnêtes, là, je veux dire, il y a un attaquant qui va être coupé d'équipe Canada junior. Peut-être deux, là, je suis plus trop certain avec Michael Misa, qu'est-ce que ça donne, mais au début, on avait annoncé un attaquant qui serait retranché, donc un attaquant, un défenseur qui serait retranché du camp. On s'attend à ce que Caleb fasse l'équipe, mais bon, sait-on jamais. Mais ailleurs, tu as 3 joueurs de la Ligue avec l'Allemagne, tu as un joueur avec le Danemark, 2 avec les Slovaques, 3 avec les Suisses, 2 avec les Tchèques. Même chose. Donc, évidemment, tout ça, ce sont des camps d'entraînement. Mais on s'attend à ce que ces joueurs-là, là, avec les différentes formations, puissent participer au championnat du monde junior. Ouais, comme tu le mentionnes, ces équipes-là, ces équipes nationales-là qui ont invité les joueurs de la LGMQ, naturellement, veulent soit aller voir à leur camp ou ils savent déjà de quoi ils sont faits, entre guillemets, puis ils vont les prendre au sein de l'équipe, mais ça pourrait être justement une super belle, si tu veux, vitrine pour ces joueurs-là et pour la LGMQ en même temps. Tu le mentionnais, tu sais, un petit peu moins d'éléments, si tu veux, au Canada, mais pour le reste des pays, c'est des super bons joueurs. Puis, je pense juste d'emblée, là, quand même des gros noms. On a Carlos Handel qui pourrait représenter les Allemands. Je pense à Lars Steiner avec la Suisse. Tu sais, des gars comme Jiri Klima et le gardien Milota qui sont avec les Tchèques. Fait que vraiment, ça va nous donner des joueurs à suivre. Puis en tant que partisan de la LHJMQ, mais tu sais, d'avoir un certain intérêt dans les autres matchs qui ne sont pas ceux du Canada, tout ça. Fait que de vraiment pouvoir garder un œil sur cette compétition-là qui, disons-le, est probablement le tournoi préféré des joueurs actuels dans leur groupe d'âge, mais aussi on entend tellement de vétérans et de joueurs qui passent à d'autres choses, qui graduent à la Ligue nationale ou d'un circuit européen, qui reviennent sur leur expérience au Mondial junior. Fait que, écoute, j'ai pas besoin de vendre l'importance de ce tournoi-là et à quel point c'est apprécié, mais on s'entend que c'est vraiment le fun pour nous puis ça nous garde occupés pendant le temps des fêtes de pouvoir suivre nos joueurs, dans ce cas-ci, beaucoup d'Européens, tout ça. Fait que de les voir performer sur la scène internationale puis pouvoir avoir des petits favoris au sein de chacune des autres équipes que celle du Canada, c'est toujours plaisant comme expérience. Ouais, tu parlais des anciens joueurs, les joueurs actuels, mais pas de jugement, hein? Moi, je juge pas, mais même pour les partisans, David, un vrai partisan de hockey, est-il un vrai partisan de hockey si le championnat du monde junior ne fait pas à tout le moins d'une quelconque façon partie de sa tradition, ses traditions du temps des fêtes? Que ce soit en trame de fond, là, pendant qu'on joue à des jeux de société en famille ou réellement scotché sur le divan à regarder avec beaucoup d'intérêt. Moi, je pense pas. Parce que si t'es un vrai fan de hockey, le championnat du monde junior, il y a une petite place là, dans tes traditions du temps des fêtes. 100%. On aime tous les duels Canada-États-Unis au fil des années. Tout le monde a un souvenir préféré du mondial junior. Fait que moi, je suis 100% avec toi, comme quoi c'est un tournoi qui permet justement de suivre du hockey, de pouvoir écouter ça en famille. Là, cette année, on s'entend, c'est au Minnesota, fait que c'est un petit peu plus facile d'accès. Mais je pense à des matchs quand c'est des tournois en Europe, tout ça, on se lève très tôt, on se couche très tard. C'est vraiment des opportunités de regarder du hockey en famille. En tout cas, de mon côté, ça a toujours été. Fait que c'est vraiment le fun comme expérience. Et maintenant, parlons de Caleb Desnoyers. Au moment là, où on enregistre, Caleb s'est entraîné aujourd'hui à la gauche du 4e trio avec Équipe Canada. Il s'est entraîné également au centre du 3e trio. C'est une des grandes forces de Caleb. Il peut être utilisé n'importe où dans l'alignement. Bien sûr, c'est un 4e choix au total dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur le plus utile dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. C'était peut-être le meilleur joueur offensif des Wildcats, champion de la LHJMQ l'an dernier. Bref, c'est un All-Star, une vedette au sein de son équipe, mais qui, au sein
d'une équipe Canada junior comme ça. Et d'ailleurs, en tant que 18 ans, Caleb est éligible cette année. Caleb sera éligible également l'an prochain à faire partie de l'équipe Canada junior. Donc, avec des joueurs là, un an plus vieux, il peut évoluer au sein d'un troisième trio, il peut évoluer au sein d'un quatrième trio et remplir ces missions défensives-là. Mais c'est aussi un joueur qu'on a déjà vu ça. Là. Oui, c'est court le championnat du monde junior, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux voir un joueur comme Caleb commencer le tournoi, que ce soit au troisième trio, et monter pendant l'événement. Et même s'il a à s'acquitter des missions défensives tout au long du tournoi, sait-on jamais, là, il peut quand même avoir un excellent tournoi dans son rôle également. Aussi, là, on sait que c'est un joueur, parce qu'on le disait un peu plus tôt là, en introduction de ce segment, que au moment où on se parle, il y a des joueurs à couper d'équipe Canada. On s'attend quand même à ce que Caleb fasse partie de la formation. Là, de toute façon, si je ne me trompe pas, c'est un attaquant qui va être retranché du camp. Mais Caleb, c'est un gars qui a un historique avec l'équipe Canada. Il a gagné à tous les niveaux où il est passé. Il a gagné à tous les niveaux, il est passé tout court. Et il a gagné avec le programme canadien à tous les niveaux. Donc, bien sûr, David, Caleb est le gars qu'on va surveiller là, de la LHJMQ avec l'équipe Canada. Oui, 100% Caleb. Écoute, qui est un fier représentant de la LHJMQ et pour le Canada, on s'entend. Je sais pas, j'ai perdu l'audio pendant 2 petites secondes, mais je sais pas si tu mentionnais que dans le fond, il était en mesure de remporter partout où est-ce qu'il a été, tant que ce soit au midget 3, il a gagné dans la JMQ, sur la scène internationale, il a gagné au 17 ou 18 Linka, tous ces tournois-là. Fait que c'est sûr que pour lui, de pouvoir continuer, si tu veux, ou d'espérer pouvoir aller chercher une autre médaille d'or, c'est ce qui serait payant pour lui. Puis en plus, on se rappelle, c'était le MVP des séries l'année passée. Ben ouais. Fait qu'à ce niveau-là, ça pourrait juste poursuivre sur cette lancée, si tu veux, que Caleb a, qui a raté quelques matchs en raison d'une opération qu'il a subie en saison morte. Là. Fait qu'en début de saison, c'était un petit peu plus difficile, mais là, il est clairement sur son. Je regardais plus tôt, là, c'est 10 matchs consécutifs avec des points, qui avait 21 points et tout ça. Puis écoute, on parle d'un joueur en feu là, qui va entamer ce tournoi-là avec le Canada. Fait que ça va être vraiment le fun de le suivre. Puis tu sais, c'est un bon kid, Caleb. Là. Je pense que vous l'avez vu, ceux qui suivent nos plateformes, tout ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, mais pendant le Mondial Junior, on va sortir les behind the scenes, tout ça qui ont été filmés à son repêchage de la Ligue nationale. Fait que suivez-nous sur les plateformes pour ça. Mais je pense que c'est le genre de gars que tout le monde se rallie derrière, puis qui est vraiment le fun à encourager, puis on prend pour lui, mettons. Ouais, on entend toujours ce genre de propos au sujet de Caleb. J'ai très hâte de voir cette série sur le derrière, les behind the scenes, là, si vous me passez l'expression, les arrières de ce qui se passe au repêchage. C'est tout le temps le fun à suivre à chaque année. Revenons plus près de chez nous. Donc, on a une. Quoi on est à peu près à mi-saison, là, environ, là, plus ou moins, pour la majorité des équipes de la LHJMQ. Il y a eu des belles surprises dans cette première moitié de saison. Je ne sais pas pour toi la plus grosse surprise. Moi, j'aime beaucoup le début de saison des Voltigeurs. On vient d'en parler avec la Coupe de la 55, mais moi, c'est surtout, puis je reviens encore une fois là-dessus, ça fait quelques fois que je le fais au balado, mais tu sais, Sylvain Favreau lui-même, lorsqu'il est passé en entrevue, qui disait on ne veut pas dire le fameux mot en R, mais c'est une année où on repart un nouveau cycle. Et bien, quel travail! Quel travail de la part de toute l'organisation des Voltigeurs qui devient, là, année après année, là, une des belles organisations de ce circuit. Et on est à 1 point de l'Armada de Blainville-Boisbriand présentement. Qui l'eût cru? Tout un beau début de saison. Sinon, également dans l'Ouest, les Huskies de Rouyn-Noranda aussi, même chose. Thomas Verdon nous en parlait quand il était là. Il y avait eu des transactions cet été qui laissaient présager peut-être qu'on allait être à un autre moment du cycle pour les Huskies de Rouyn-Noranda. L'objectif était peut-être pas d'aller jusqu'au bout cette année. Et puis là, on n'a pas cessé de gagner. Donc, les objectifs sont à revoir aussi du côté des Huskies. Oui, les Huskies, je pense que c'est une des plus grandes surprises, si tu veux, du circuit. Là. Je veux dire, naturellement, on a des équipes comme Chicoutimi puis Blainville qui étaient projetées pour avoir des super bonnes saisons, qui sont dans le top du classement. Mais les Huskies, c'est vraiment une réelle surprise. Eux qui ont perdu des gros morceaux. Là. Je pense à Antonin Véro qui avait été un meilleur marqueur dans la JMQ. On a Carr et Gins qui étaient des piliers pour eux depuis plusieurs années. Fait que ce que les Huskies sont en train d'accomplir, c'est super, c'est incroyable. Puis, tu sais, je disais, tu parlais tantôt de Thomas Verdon. Je disais, c'est quelqu'un qui va aller voir la page de statistiques des joueurs des Huskies va faire le saut parce que Verdon est à 46 points, puis son plus proche poursuivant, je pense qu'il est à 28, puis le troisième pointeur serait à 23. Fait qu'il y a pratiquement le double du point des gars qui le suivent en termes de statistiques.
Fait que vraiment, Verdon qui est une belle surprise. Puis l'autre élément qui est un facteur clé à chaque année, je dirais, pour les Huskies, c'est toujours entre les deux poteaux. Cette année, c'est Samuel Meloche, qui a été un choix des Sables de Buffalo, je pense au 4e tour, au dernier repêchage. Mais Meloche a eu, je pense, 24 départs dans les 29 parties qu'ils ont joué. Peut-être pas les meilleures statistiques sur papier, mais c'est le genre de gardien de but qui a hâte de faire les arrêts clés au bon moment, qui est vraiment, qui garde son équipe dans le match, tout ça, soir après soir. Fait que vraiment, les Huskies, là, forment une super belle surprise là, en première moitié de calendrier. Je sais que tu as aussi parlé des Voltigeurs là, qui ne veulent pas utiliser le terme de reconstruction, mais même datant de l'année passée, qui était l'année après leur championnat, on parlait de reconstruction déjà là, savoir qu'est-ce qu'il allait avoir comme objectif. Puis ils ont surpassé toute attente, si tu veux, en terminant dans les sommets du classement général. Puis même chose cette année, ils sont encore vers le haut. Mais sur un niveau personnel, on parle de le hangover, si vous voulez, ou si tu me prêtes l'expression justement de lendemain de championnat, tout ça. Mais moi, ma surprise, c'est encore une fois, c'est les Wildcats de Moncton. Je veux dire, ils ont gagné l'année passée, ils sont encore dans le haut du classement cette année. Caleb qui est revenu au jeu, qui était tout feu, tout flamme. Puis, tu sais, je veux dire, cette équipe-là, elle semble avoir rien qui va la freiner là, au moment où on se parle. Là. Je pense qu'ils n'ont pas subi la défaite à leurs 10 dernières rencontres. Tout ça fait que c'est vraiment une belle machine d'hockey. Ouais, les Saguenayens de Chicoutimi ne font plus cavalier seul au sommet de l'Est. Les deux équipes qui sont à égalité, les Wildcats et les Saguenayens, tous deux avec 45 points. Dans les deux cas, avec 30 parties de jouer, donc personne n'a de match en main sur l'autre. Et tu l'as dit, là, les Wildcats qui sont 9-0-0-1 à leurs 10 derniers matchs. Et c'est une équipe, tu sais, en début de saison, ça a été plus lent, mais Caleb était blessé. Il y avait des joueurs à des camps. Donc, on s'en doutait un petit peu là, que ce qu'on voyait en début de saison des Wildcats, ça allait pas être ce qui allait suivre. Mais quand même, là, de là à remonter et à aller rattraper les Saguenayens. Et c'est pas que les Saguenayens donnent de la place, là. Tu le vois présentement là, au classement, il y a un schisme, il y a un gouffre entre les deux premières équipes dans l'Est et les autres. Et vraiment, ben, ça va soudainement peut-être devenir une course à deux dans l'Est. Oui, puis on en parle aussi, tu sais, de début de saison qui est un petit peu plus difficile, mais tu sais, statistiquement parlant, les joueurs qui performent pour eux, c'est tous soit des nouveaux visages ou des gars qui ont répondu à l'appel. Tu sais, tout ça, je pense à un gars comme Alex Mercier qui mène l'équipe en termes de points cette année. Lui, il a été obligé, tu sais, comme c'est un joueur de 20 ans, fait qu'il a vraiment assumé son rôle de leader. Si tu veux, il a pris le relais pendant que Khaled était absent. Fait que c'est vraiment le fun à suivre. Puis après ça, ils ont des Américains qui sont tout feu, tout flamme. Là. Je regarde Nico Tournas qui mène l'équipe avec 20 buts. T'as Tommy Bleal à la défense qui mène l'équipe avec 28 passes. Après ça, on tombe Teddy Mutrin, Simon Binkley. Fait qu'en ordre, c'est au sein de leur meilleur pointeur, c'est 4 joueurs américains dans le top 5. Fait que c'est vraiment dans les joueurs qui sont allés repêcher ou des signatures de saison morte là, qui ont amené au sein de l'équipe. Fait que vraiment des super bons moves pour les McDougall là-bas. Puis, tu sais, je veux dire, on ne peut pas parler de statistiques sans amener le nom de Rudy Guimond. Ça, c'est le gardien de but qui était, si tu veux, le réserviste l'année passée, mais qui n'avait pas subi aucune défaite en saison régulière. Puis cette année, il est aussi incroyable. Là. Il est premier au niveau des victoires dans le circuit. Il est premier pour la moyenne de buts alloués. Il est premier pour le pourcentage d'efficacité. Deuxième dans les jeux blancs. Fait que statistiquement parlant, Rudy Guimond, qui est un choix, je pense, de 7e tour des Red Wings, là, qui est vraiment, là, si c'est pas le meilleur gardien de but dans la Ligue en ce moment, il est dur à dire que c'est pas lui, en fait. Là. Non, un très très beau travail des Wildcats de Moncton pour jusqu'ici pour cette première moitié de saison qui a justement été un peu divisée en deux moitiés au sein d'elle. Donc disons le premier quart un peu plus difficile, un deuxième quart sensationnel. Hâte de voir ce que la suite nous réserve du côté des Wildcats. Et parlant de la suite et ce qui nous attend, ben là bien sûr il va y avoir la fameuse période des transactions qui va débuter dans la LHJMQ. Il y a des équipes à ce stade-ci qui vont décider de se départir de joueurs, d'autres qui vont faire des grosses acquisitions. On a hâte de voir au sommet. T'sais, on le sait, Blainville-Boisbriand a fait une bonne partie de son magasinage à l'été. Est-ce qu'on va aller encore plus loin? Est-ce qu'on a encore des atouts à donner en retour du côté de l'Armada? On est, si vous me passez l'expression, all-in. Donc, ça va être intéressant à surveiller, mais ils ne sont pas seuls. Bien sûr, les Saguenayens de Chicoutimi, c'est la même chose. On vient de parler de Moncton. Est-ce qu'on va y aller? Il y a d'autres formations également qu'on va pouvoir surveiller. Et bien sûr, ben, tu as les autres qui vont peut-être vouloir donc se départir de certains joueurs. Évidemment, on regarde du côté du Drakkar de Bécomo. Il y a eu quelques blessures du côté du Drakkar, entre autres Lucas Beckman, qui est peut-être une des belles monnaies d'échange. Je ne connais aucunement les plans du Drakkar de Bécomo concernant Lucas, là, donc je dis ça sous toute réserve avec des pincettes, mais bien sûr que si tu es une équipe qui a des aspirations, là, un gardien de cette qualité-là qui est capable de faire ce qu'il fait cette année, moi, ce serait très très haut sur ma liste de Noël, disons.
Ouais, on s'entend. Puis, tu sais, on est les 2 à l'écran présentement, fait qu'on s'entend qu'on n'est pas médecin, fait qu'on a aucune idée qu'est-ce qui se passe niveau blessure, chez le Drakkar. Mais les 2 plus gros noms de cette équipe-là qui pourraient être on the move, si on veut, ce sont Lucas Beckman et le défenseur, Alexis Bernier, qui sont 2 super grosses monnaies d'échange. Puis, tu sais, évidemment, on sait que le Drakkar a perdu Justin Poirier, l'année passée, fait qu'est-ce qu'ils veulent prendre le risque en étant en dernière place en ce moment de perdre ces joueurs-là, tout ça, ou est-ce qu'ils essayent de rentabiliser le tout et de vraiment faire des énormes transactions pour aller remplir, si tu veux, la banque de choix potentiels au repêchage, puis en même temps de laisser une chance à ces gars-là de pourchasser un championnat. Fait que tu mentionnais Beckman, moi j'ai dit Bernier, tout ça, fait qu'ils ont d'autres gros morceaux. Puis l'avantage avec le Drakkar, c'est qu'ils ont de l'expérience de ces finales-là. Ils ont beaucoup d'expérience en série dans les dernières années. Ils ont eu des super bonnes équipes, tout ça. Fait que ces gars-là ont de l'expérience qu'ils peuvent amener au sein d'autres équipes pour les séries. Fait que vraiment, ça va être une équipe à suivre. J'aime pas vraiment me prononcer, si tu veux, en termes d'équipes qui vont être vendeuses, si tu veux, à la période d'échange, parce que c'est comme dire que les choses vont moins bien. Mais une des équipes, si tu veux, qui est au bas du classement, qui va être à suivre, moi, je dirais que ce serait Gatineau aussi, à voir quels éléments les autres veulent suivre. Ils ont des bons vétérans, comme je pense, un Justin Boissel qui pourrait se trouver une équipe rapidement. Puis, tu sais, Gatineau, je mentionne, ça va pas super bien au classement général, mais ils ont le deuxième meilleur avantage numérique de la Ligue aujourd'hui. Fait qu'est-ce qu'ils ont des éléments de cet avantage numérique-là qui pourraient combler des besoins au sein d'autres équipes? Ça va être intéressant à suivre. Au sein des Olympiques, ils ont aussi notamment 2 excellents joueurs européens. Je parle entre les poteaux en Donai Shaikov, qui, écoute, c'est à chaque match, c'est des arrêts qui sont dignes des Jeux de la semaine. Puis sinon, le capitaine de l'équipe qui joue à la ligne bleue, qui est Jan Golicic, qui va être vraiment le fun, qui est super le fun à suivre, mais ça va être fun de voir s'il bouge, si on change, puis on s'entend des transactions entre Européens. Il faut avoir des Européens en retour, vu le nombre limité par équipe, tout ça. Fait que ça va être de voir avec d'autres équipes, s'il y a des équipes qui ont des plus jeunes euros qui veulent bouger ou vice-versa. Fait que ça va être vraiment un dossier à suivre. Mais si je peux me permettre, l'année passée, c'était une période de transaction un petit peu plus lente par rapport aux années précédentes pendant le temps Ouais. des fêtes. Puis comme en ce moment, je regarde le classement général, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 13 équipes sur 18 qui sont en haut de la barre des 500. Fait que comme il y a beaucoup de parité au sein du circuit, j'ai comme un feeling que ça risque d'être une autre période de transaction qui est plutôt du côté tranquille cette année. Je te confirme, effectivement, 13 équipes sont à mieux de 500 en ce moment. Donc, dans ces situations-là, ben, on est peut-être un peu plus patient avant de transiger. Tu me parlais également, là, hors d'onde, là, peut-être de Thomas Lavoie, par contre, aussi, qui pourrait être un joueur intéressant à surveiller. Ouais, ben, tu sais, je disais Bernier qui est un des bons défenseurs du circuit, si c'est pas un des joueurs les plus complets, pis tout ça, mais Thomas Lavoie aussi, qui est un énorme nom, là, on entend des vagues, des rumeurs de quelle destination, quelle équipe pourrait faire un move pour lui. Cap-Breton sont au milieu du peloton. C'est pas Ben une ouais. saison où est-ce qu'on sent qu'ils vont y aller jusqu'au bout, mais en même temps, c'est pas une saison désastreuse. Est-ce qu'ils sont prêts à laisser aller leur capitaine, tout ça? Puis on s'entend, Thomas Lavoie, il y a eu une seule équipe depuis le début de sa carrière à la JMQ parce que Cabreton l'a pris au premier rang en 2022, si je ne me trompe pas. Peut-être ça, fait que, est-ce qu'il est prêt à délaisser cette équipe-là? Est-ce qu'il veut terminer sa carrière au sein des Eagles? Il y a aussi un aspect personnel à chaque transaction. Mais c'est vraiment le gros nom, si vous voulez, là, qui circule de ces jours-ci en termes de transactions. Fait que ça va être le fun de voir si plusieurs équipes se lancent pour le dossier Thomas Lavoie, mais ça va être un nom à retenir puis quelqu'un qu'on a hâte de voir là, s'il change d'adresse, puis si oui, ça se retrouve à quel endroit après les fêtes. Là. Des parties extérieures, un championnat du monde junior et des transactions. Amenez-moi mon chocolat chaud. Ça, c'est une édition prétend des fêtes du podcast aux 4 coins. David, toujours un plaisir. Joyeuses fêtes. Si on se reparle pas, bon championnat du monde junior à toi. Et ben, on se reparle au podcast en 2026. Et nous, justement, de notre côté, ben, allons parler avec Caleb Desnoyers. Et on se transporte maintenant du côté de Niagara Falls pour aller rejoindre au camp d'équipe Canada Junior Caleb Desnoyers qui fait son retour au balado. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, il n'était pas encore repêché dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'on a beaucoup à rattraper avec Caleb. Comment ça va, Caleb? Hey Max, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Content de te voir, content de te parler. Comment ça se passe, le camp d'équipe Canada Junior? Allons direct dedans. Je sais que vous avez un horaire assez chargé, là. Comment tu trouves ça de t'être rendu au camp comme ça, les premières séances d'entraînement sur la glace? Comment tu vis ça présentement? Honnêtement, c'est vraiment plaisant, là, vraiment une très belle expérience. Puis, tu sais, j'essaie d'en tirer
le plus possible. C'est toujours plaisant quand tu as la chance de jouer avec les meilleurs joueurs au pays de ton âge. Puis là, justement, cette année avec les 1 an plus, je joue aussi. Donc, jusqu'à là, c'est vraiment une belle expérience. C'est très rapide, puis on est très chargé, mais ça va très bien. C'est comment pour toi? Parce que justement, tu dis c'est toujours plaisant. Ça fait longtemps que tu fais partie du programme canadien, tu as joué les championnats U17 et tout ça. Euh, c'est comment pour toi un camp comme ça? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est un petit peu différent parce que là, c'est le niveau plus haut? Comment tu prends ça un peu? C'est-tu terrain déjà connu ou non quand même? Là, c'est de la nouvelle expérience? Ben, pour moi, je te dirais que c'est la même mentalité avec laquelle j'approche. Souvent, ça va être encore me reprouver pour justement remonter puis essayer d'avoir un plus gros rôle dans l'équipe. Puis honnêtement, je te dirais par exemple que c'est très différent là, des autres camps, comment que ça a été. Là. Tu le ressens que c'est les World Juniors, puis c'est probablement à cause des 2 dernières années que ça n'a pas été les résultats escomptés. Je te dirais que cette année, c'est très, très rapide, puis t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. J'allais t'en parler un peu plus tard, mais je prends la balle au bon. Donc, 2 éliminations en quart de finale consécutives pour l'équipe. Évidemment, il y a des joueurs qui étaient là l'an passé qui sont de retour. Donc, quand tu dis qu'on le sent un peu, c'est-tu dans l'attitude des coachs? Est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes le sentent, ça? Il y a quelque chose à prouver? Quand tu dis ça, c'est vraiment vous, les joueurs, vous le sentez ou même là, au sein de l'organisation, on le sent un petit peu, cette pression-là? Ben, je te dirais que c'est au sein de l'organisation et tout, mais au final, à chaque année, tu vas avoir de la pression. Tu as le poids de tout ton pays qui te supporte. Au final, les World Juniors, c'est vraiment le hockey international qui est le plus regardé au monde, à part cette année, vraiment les Olympiques. Mais fait que, à chaque année, tu as beaucoup de pression de performance. Puis au final, je le vois pas tant comme une pression, mais plus comme un support. Puis, au final, ça va être une pression si tu finis que par perdre, mais c'est à nous de s'arranger à faire ce qu'on a à faire, puis de servir de ça comme un support, puis juste de pousser dans la bonne direction. Mais je te dirais que je l'avais déjà mentionné dans d'autres entrevues, mais cette année, c'est de pas vraiment parler des années dernières que ça a été un échec, puis vraiment juste de se focusser sur nous, puis de créer notre propre magie. Mais ça reste que veut pas. C'est la fierté aussi de Canadiens qu'on a, que c'est inacceptable ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Donc, c'est de changer le vent de côté. Là. Tu as parlé de rôle. On t'a vu au centre de ce qui pourrait être un troisième trio. On t'a vu à l'aile également depuis le début de ce camp d'entraînement-là. Je pense que, je sais pas si tu vas être d'accord, moi j'ai toujours trouvé une de tes grandes forces, justement, c'est ça, c'est que si tu as à être le premier joueur de centre, tu peux l'être. Tu as été littéralement MVP d'une équipe qui a été championne en LHJMQ l'an passé, mais également, tu es capable d'aller sur le désavantage numérique, tu es capable d'amener un rôle de bottom six, mais quand même... on voit souvent des joueurs dans cette situation-là, au fil du tournoi, plus ça avance, être capable peut-être de prendre de plus en plus de minutes. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux prouver, que même si tu es un 18 ans cette année, qu'on peut t'en donner parce que tu as déjà prouvé dans le passé que tu peux en prendre? Ouais, 100%. Je considère que depuis que je suis jeune, une des choses que j'ai beaucoup de fierté, c'est d'être un gars de grand moment, puis d'être un gamer quand que ça compte le plus. Puis, ça, présentement, peut-être un rôle un petit peu plus défensif à l'aile du troisième trio aujourd'hui. Puis, ça fait un bout que j'ai pas joué à l'aile ici, donc c'est de m'habituer puis de retomber un petit peu dans ce pattern-là. Mais honnêtement, je vais vraiment être prêt à tout jouer. C'est sûr que tout le monde qui est ici sont tous sur la première ligne de leur club, sur le premier power play dans leur équipe. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont pas être aux places qui sont moins que d'habitude. Puis au final, c'est ça. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe que tout le monde va buy-in puis pousser dans la même direction. Mais je te dirais que peu importe où est-ce qu'ils vont m'utiliser. La bête à l'intérieur de moi très fin pour plus. Hein. C'est respecter le corridor qui est tough quand on retourne à l'aile. Hein? On peut pas se promener autant sur la glace. Ah, exact. T'es habitué de prendre le speed dans le centre, mais là, on va freiner à l'aile. Là. Un bon forecheck. Un bon forecheck, up-down, puis on respecte le corridor, puis ça va bien aller. De toute façon, je suis pas inquiet pour toi. Le championnat du monde junior, c'est un peu une affaire de famille. Chez vous, ton frère le fait en 2022, si je me trompe pas, qu'il l'avait fait, Elliot. Et là, en plus, cette année, c'est pas trop loin. Est-ce que déjà, les membres de ta famille, peut-être, je sais pas si c'est tes parents ou quoi que ce soit, ont peut-être déjà pris des arrangements pour se rendre au championnat? Ouais, ouais, toute la famille vont monter. Puis en plus, Elliot qui est rendu à Iowa cette année, C'est c'est vrai. pas si loin du Minnesota. Donc, il va probablement pouvoir être là en espérant que quand que ce soit rendu les matchs d'élimination, il puisse venir puis qu'il soit à la maison puis qu'il n'y ait pas de match. Donc, c'est sûr que ça serait plaisant. Puis mon autre frère Théo, qui présentement est en train d'étudier en Corée, lui revient le 21.
Donc, il va aussi pouvoir venir au tournoi, puis grand-parent et tout. Donc, ça devrait être très, très plaisant. Ah, ça devrait être le fun. C'est un beau temps des fêtes quand même en famille au championnat du monde junior. Vous l'avez regardé pas mal souvent, je suis pas mal convaincu. Je suis curieux pour un gars de ton âge, mettons. Moi, quand je pense au championnat du monde junior comme fan, la première chose qui me vient en tête, c'est Jordan Eberle. Je sais pas si toi, t'es peut-être un petit peu trop jeune pour ça. Toi, si je te demande, c'est sûr que ton frère le fait, ça a peut-être une place particulière. Comme partisan de hockey, y a-tu un souvenir comme ça qui te sort en tête? Ben, tu sais, je te dirais que le Eberle, je pense même pas que je connais quand ça a été fait. Non, wow, wow, Mais, wow, 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 c'est faux ça là. Wow, wow, wow. Non, mais non, tu sais, je te dirais t'es né, 2007, t'es né, Caleb, wow. que mais Fais-moi juste plus de peur de même. même, toi, là. Mais tu sais, je te dirais que mon meilleur souvenir des World Juniors, c'est vraiment de Voilet à Edmonton quand il Ben l'a ouais. fait. Puis, tu sais, sinon, tu sais, des souvenirs de World Junior. Tu sais, c'est sûr que lui, de la caméra, il me semble qu'il est en Europe, celui-là. C'est sûr que ça, c'est un World Junior que je vais me souvenir à cause de, justement, c'est le World Junior de la caméra de TSN. Puis, tu sais, sinon, un qui a peut-être pas fait de la bonne manière, mais lui, je me souviens de lui de Comtois avec son breakaway, vu que tu sais, c'est un Québécois, puis la fierté québécoise Ouais. aussi. Donc, non, ça a toujours été très plaisant. Puis, c'est d'en faire partie. Ben, tu sais, je me bats pour en faire partie, mais c'est sûr que ce serait vraiment un bel honneur, là. Ouais, je suis convaincu que tu vas créer tes propres souvenirs pour nous tous à travers le pays dans les prochaines semaines. Ça, je suis pas inquiet. Je veux qu'on vienne un peu sur ton début de saison, Caleb, là, avant de se laisser aller. Tu as eu ta blessure au poignet, tu as été opéré, ça a changé ton début de saison. Est-ce que c'est la première fois peut-être que tu vivais une blessure comme ça? Puis, comment ça s'est passé pour toi, le retour au début? Tes premiers matchs, ça a peut-être pris quelques temps de trouver ton rythme, mais là, écoute, les dernières semaines, avant de partir là, pour Équipe Canada, tu avais retrouvé ton rythme. Tu roulais un train d'enfer avec les Wildcats. Donc, comment t'as passé ton automne? Ah, ben, je te dirais que ça a vraiment été différent. Puis, tu sais, je voulais vraiment revenir à 100% dès le début. Puis, tu sais, ça n'a pas été comme que je voulais. Puis, tu sais, c'est malheureux, mais la première game que je suis revenu, j'ai eu une autre blessure Ouais. au cou, à la tête, ce qui honnêtement, après ça, quand je suis revenu par la suite, c'était vraiment juste ça le pire. C'était pas vraiment mon poignet. Tu sais, je ralentis dans ma game, je me sentais pas à 100%, mais quand j'ai pris mon train d'aller, je te dirais que tu sais, ça va bien présentement avec les Wildcats, puis on est au sommet du classement, donc je pourrais pas demander pour mieux, là. Une petite différence pour toi cette année avec le C sur ton chandail. Est-ce que c'est juste symbolique ou vraiment il y a un changement de rôle? Quand je dis juste symbolique, je veux dire, t'étais une pièce maîtresse l'an passé. Vous êtes allé à la Coupe Memorial. Je suis convaincu que même si t'étais plus jeune au sein de la formation, t'avais déjà un rôle important de leadership. Mais là, maintenant, de l'avoir sur le chandail, le C comme ça, comment t'as pris ça, même si jusqu'ici, t'as peut-être pas eu autant de matchs là, que t'aurais aimé en vouloir en raison des blessures, justement? Ah, tu sais, je te dirais que c'est vraiment de la fierté, puis c'est plaisant, puis tu sais, en même temps, je me développe aussi en tant que leader. Je dirais, tu sais, que c'est différent d'être assistant puis capitaine. Tu sais, l'an passé, j'avais Velechek qui a vraiment été un capitaine incroyable pour l'équipe, qui était vraiment à camp. Puis tu sais, c'est d'en prendre un petit peu de tous les leaders que j'ai pu avoir jusqu'à dans ma jeune carrière. Puis tu sais, de créer moi ma propre identité de capitaine. Puis tu sais, je te dirais que j'aime vraiment ça. Puis tu sais, je suis vraiment bien épaulé avec plusieurs bons leaders à Moncton. Puis avec le coaching staff qu'on a. Donc, tu sais, je suis vraiment de bonne main puis dans un bon rôle. Puis j'aime vraiment ça présentement. Puis on continue de pousser dans la bonne direction. C'est quoi l'ambiance en ce moment à Moncton? Parce qu'au début de l'année, bon, il y avait des blessures, il y avait des gars en camp LNH et tout ça. Ça a pris quelques temps avant que la sauce apprenne. Mais là, tu l'as dit, là, vous êtes remonté à égalité avec les Sags au sommet de l'association de l'Est. Est-ce que là, on commence plus en plus à avoir les yeux sur l'objectif puis à commencer à parler d'un repeat du côté des Wildcats? Ah, je te dirais que depuis qu'on a soulevé le trophée l'an passé, la mentalité, c'était d'être bon cette année, puis de pousser aussi pour cette année. Puis, tu sais, on le savait qu'on allait avoir des Américains qui allaient venir, puis avec certains petits ajouts. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était pas le start qu'on voulait, nous manquait des joueurs. Mais direct quand on a eu tous nos nouveaux gars, puis que la chimie d'équipe s'est mise à s'installer, puis qu'on a travaillé sur ça, puis avec Garner qui est vraiment excellent sur ça, on n'était pas inquiet que Sinel, on allait remonter dans le classement. C'est peut-être pas autant haut que ça, mais c'est sûr que ça fait du bien d'être là présentement. Puis, je crois qu'on n'est même pas encore à notre 100%, donc il nous en reste encore beaucoup à prouver, là. Je veux qu'on revienne avant de se laisser aller, Caleb. Tu as eu
un bel été malgré la blessure. Tu as été repêché 4e au total par maintenant le Mammouth de l'Utah. Oui, il l'avait déjà annoncé quand tu étais repêché, il me semble. C'est un chandail du Mammouth que tu as mis. Ouais, j'ai la photo en tête. Tu avais déjà le logo du Mammouth. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu tes premiers moments du côté de l'Utah? T'étais-tu déjà peut-être allé? Comment tu as vécu ce moment-là? J'étais allé deux semaines avant. Non, même pas 2 semaines. J'étais allé 2 jours avant le draft à Wow. Utah pour visiter les installations, puis rencontrer du staff, puis pour des raisons médicales. Puis justement, après ça, tu sais, d'avoir été repêché par eux, c'était vraiment l'équipe que j'espérais qui me repêche avec la mentalité qu'ils ont, puis Ah avec le ouais. futur qu'ils ont devant eux. Puis honnêtement, ma famille et moi, on est vraiment très heureux que c'est là que ma carrière s'enligne présentement. Puis tu sais, j'ai aussi la chance d'aller au camp, mais pas de le faire, mais de rencontrer aussi les gars. Puis l'équipe s'en va vraiment dans une très bonne direction. Puis je suis vraiment, vraiment très fier de faire partie de cette équipe-là. L'idée de bâtir une histoire au sein d'une organisation quand même, parce que c'est tout nouveau. Là. Puis quand tu vas arriver avec l'équipe, quand même, ça va être une jeune formation comme ça, de bâtir ça un peu comme les gars l'ont fait à Vegas. J'imagine que c'est quelque chose qui est le fun pour toi. 100% honnêtement. Tu l'as dit, tu sais, c'est de créer un peu une histoire, mais tu sais, une dynastie. Puis je crois vraiment qu'avec le talent qu'il y a à Utah, avec les Cooley, Gunter, Keller, c'est des gars que leur talent sort par les oreilles. Puis tu sais, défensivement aussi, puis il y a tellement de bons prospects qui s'en viennent avec Baudouin, puis again, là, ici, Ben Hockey ouais. Canada, qui sont aussi deux prospects d'Utah. Tu sais, je te dirais que ça sent vraiment bonne place. Puis tu sais, ça commence avec notre owner qui est vraiment incroyable aussi, puis très généreux. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est très excitant. Puis le futur est vraiment bright pour l'organisation du Mammouth. Tu peux parler un peu avec Maverick Lamoureux? Lamoureux. Ouais, l'amouré, C'est pas un nom si dur à dire que ça, en plus. Là, je te jure, c'était pas une joke avec la façon que les Anglos ont prononcé ton nom au repêchage. Je sais pas ce qui s'est passé. mais ouais, ouais. Puis on se parle aussi une couple de fois depuis le début de l'année. Puis Cool. tu sais, il y a lui, Lavoie, Smith aussi, qui joue à Moncton avec moi. Donc, tu sais, on s'est tenus beaucoup ensemble durant le camp. Puis, tu sais, c'est de rester un petit peu keep in touch pendant l'année. Puis, tu sais, c'est vraiment des bonnes personnes aussi. Puis, tu sais, je crois que c'est ça qui rend sur l'organisation ta belle, c'est que tu repêches pas juste des bons joueurs de hockey, mais vraiment des bonnes personnes. Puis, non, les gars sont vraiment plaisants à être avec eux, puis à parler. Si je voulais m'acheter un chandail dénoyé, le numéro, tu déjà choisi ou on attend de faire l'équipe pour choisir le numéro? Devrait être le 18. Ouais, ok, parfait. C'est bon. Si jamais tu changes, je le changerai. Tout ça. Je pense qu'on va prendre le noir. J'aime mieux la tête de mammouth que l'Utah devant. Je trouve ça plus Ouais, sharp. plus small un peu. Comment? Plus small un peu. Il fait Ah plus ouais, peur sur la glace. Ok, ouais. Ouais, moi, c'est plus. Je trouve qu'un nom, c'est en diagonale. Là, c'est les Rangers, là, les autres, là, en tout cas. Mais ça, regarde, je veux pas que tu disses le chandail de ta propre équipe ici aujourd'hui. Là, c'est correct. Là. Hey, Caleb, un énorme merci d'avoir pris le temps comme ça en camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. C'est toujours super apprécié. Bon camp. Je vais te souhaiter merde parce que c'est pas encore confirmé, mais je suis convaincu que tu vas prendre l'avion puis tu vas te rendre du côté du Minnesota puis tu vas avoir un bon tournoi avec l'équipe Canada Junior. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Caleb. Yes, merci beaucoup à toi, Max. Vraiment apprécié. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette autre édition du Balado aux 4 coins. J'en profite pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes, un bon championnat du monde de hockey junior. Célébrez bien avec votre famille, vos proches, les personnes que vous aimez. Et bien, on se reparle lors du prochain épisode du Balado aux 4 coins. Bonne année, santé, meilleurs vœux, des victoires pour votre équipe préférée. Et bien, à la prochaine. Ciao! Thank you.